Est-ce que vous avez déjà remarqué que si on inversait une seule lettre dans le nom de Lucci, ça faisait le voleur de Gucci? Ouais voilà, c'est une information. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette analyse, review, théorie, ce que tu veux du chapitre 1093 de One Piece. Luffy affronte l'horrible Borsalino et je vais pas en parler, voilà. Non, je déconne, je vais quand même en parler. Vous me connaissez, on ne fait pas de power scaling, on est tranquille, on parle stratégie, on parle de Kuma, on parle beaucoup de Kuma, on se détend tout simplement. Alors, sous cette intro un petit peu énervée contre les débatteurs de puissance, en vrai, j'ai vraiment aucun problème contre eux. Juste, ces derniers temps, certains d'entre eux ont un petit peu cassé les couilles, mais pas de problème les gars, je vous aime. De toute façon, je sais que les gens abonnés à cette chaîne regardent Rio Sunset, donc en vrai, je vais peut-être me faire des ennemis, tant pis. On a un chapitre incroyable, si vous voulez, je vous dis, on a de la bonne grosse bagarre. Je vais pas faire genre, j'apprécie quand même si je préfère quand l'histoire avance un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. Bon voilà, je vais arrêter de faire la clown. Nous avons Bonnie qui a été rattrapée par Sentomaru, qui est présente dans le Fabriophase avec la marine qui a plus ou moins envahi les lieux. Nous avons Vegapunk, Atlas, Sanji, Franky qui se sont dirigés vers le Fabriophase et qui ont demandé aux pacifistas de diriger leurs attaques contre la marine. Nous avons Luffy qui affronte Kizaru dans le Labophase. Nous avons Zoro qui affronte Lucci dans le Labophase et Kizaru qui à la fin du chapitre est arrivé à l'endroit où il y avait les Vegapunk avec Edison qui était en train de désactiver le Frontier Dome pour le réactiver juste après. Alors je sais que vous êtes là pour ça, donc on va parler bagarre, on va parler Kizaru contre Luffy, et qu'est-ce que je peux dire à part que c'est trop stylé. On a Kizaru qui montre enfin son vrai potentiel au niveau de sa prise d'initiative, parce que Kizaru ça a toujours été le toutou qui obéissait aux ordres, lancez-lui une cacahuète et il va faire des pirouettes. Tout simplement, on a un Kizaru qui est très confiant face à l'empereur, qui utilise le Frontier Dome à son avantage, je l'avais dit dans la précédente review. Et puis autre chose, bien sûr, les clones. Il y avait un super théoricien, dessinateur One Piece qui l'avait prédit, il a fait spawn plein de clones, et peut-être que contre un autre adversaire ça aurait pas marché, mais contre Luffy ça a marché, bien sûr que ça marche contre Luffy. D'ailleurs on a vraiment une case qui est énormément semblable à Sabaody, avec Brook et Usopp qui essayent d'attaquer Kizaru. Autre chose, dans ce combat, les dessins les gars, c'est lumineux, c'est lisible, les lignes de perspective sont courbées, et on adore ça c'est un truc qu'Oda il faisait tout le temps avant et qui donne énormément de dynamisme, je sais pas comment dire ça. Luffy est magnifique, il est en Gear 5 et pour une fois il a pas sa petite veste, il est tout blanc. Les effets de lumière de Kizaru ils sont magnifiques, vraiment on est dans un manga en noir et blanc mais on sent la lumière. Quand Luffy avale le laser de Kizaru, et ben on a vraiment l'impression que c'est lumineux. Oda ça se voit qu'il s'est fait un gros kiff en dessinant ce combat, ça se voit qu'il a profondément aimé ce qu'il dessinait. Et juste pour ça, le combat est incroyable. Ensuite, dans le chapitre, on a quelque chose d'important que j'ai remarqué, c'est Vegapunk qui va mentionner à deux fois le fait que Bonnie soit une enfant. Et ça confirme ma théorie sur Bonnie, je suis très fière de ça. Mais avant, il faut qu'on se penche un peu sur Vegapunk. Vegapunk qui parle vraiment comme un oncle sympa. On dirait qu'il fait vraiment en sorte de protéger Bonnie, sachant que lui et Kuma étaient très proches. N'oubliez pas que j'ai créé cette chaîne YouTube uniquement pour parler de Kuma. Sachant qu'ils étaient très proches, je me demande si en plus de la promesse de ne pas révéler à Bonnie les véritables intentions de Kuma, Vegapunk aurait pas également promis à Kuma de protéger sa fille. Après peut-être qu'il n'y a pas besoin de promesses pour ça parce que les deux personnages avaient l'air vraiment assez proches. Chose, le fait que Sentomaru rattrape Bonnie et que Bonnie vraiment il la regarde comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, je trouve ça assez cool et puis surtout ça confirme quelque chose, c'est que tout ce groupe de personnages qui sont en train de se retrouver sur Egghead, que sont Kuma, que sont Vegapunk, Bonnie, Kizaru, Sentomaru, ils sont connectés par quelque chose. On sent un peu une vibe de famille et c'est ultra triste en fait parce que ils sont tous dans des camps différents, ils sont en train de se faire défoncer. On a donc l'impression d'avoir un lien très particulier entre tous ces personnages. Et en tout cas, c'est très intéressant parce que on peut avoir certains éléments de la chronologie grâce au petit flashback de Sentomaru qu'on avait eu. Oda, il va toujours être très cohérent avec la chronologie. Vraiment, je fais toujours très gaffe à la chronologie. Sentomaru a 34 ans. Quand il est petit, on le voit, il a environ 7-8 ans. Le petit flashback qu'on voit, c'était il y a 27 ans, ce qui signifie que Vegapunk avait rejoint le gouvernement mondial il y a 27 ans. Ce qui est plutôt intéressant parce que on voit la rencontre entre Dragon et Vegapunk au chapitre 1066 il y a 22 ans donc, où Dragon semble parler à Vegapunk pour la première fois depuis que ce dernier a rejoint le gouvernement mondial. Ce qui signifie que leur dernière rencontre remontait à 5 ans auparavant, ce qui signifie quand même que Dragon a dû connaître Vegapunk il y a vraiment très longtemps à l'époque des Mads, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans. Alors à voir dans quel contexte ils se sont rencontrés, ça épaissit vraiment l'histoire de Dragon, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo dessus, je fais ma pub sur ma propre chaîne, il n'y a aucun problème. Bref, j'ai un petit peu dévié du sujet mais ça peut être aussi intéressant vis-à-vis
vie de Kuma et de Bonnie et je vous en parle juste après. Pour refaire de la chronologie, on a la confirmation que Bonnie est une petite fille, on l'a directement de la bouche de Vegapunk où il dit clairement « Je vais pas laisser une petite fille se faire tuer ». Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous pensez sans doute que Bonnie est née il y a 8, 10 ans, 12 ans maximum parce qu'elle a l'air jeune, mais je vous dis que c'est très facilement débunkable cet argument. Nous voyons dans le chapitre 1063 une image de Bonnie et Kuma à une période indéterminée où elle est petite et où Kuma n'a pas du tout son look habituel, il a pas de chapeau, il a pas sa tenue habituelle, il a l'air assez pauvre. Sauf qu'une autre image de Kuma jeune que l'on a, c'est celle de quand il a fondé l'armée révolutionnaire, une image qui date d'il y a bien 21 ans. Ce qui signifie donc que l'image où l'on voit avec Bonnie date d'il y a plus de 21 ans. Quand elle était petite, Bonnie a mangé un fruit du démon, un fruit qui lui permettait de modifier l'âge des gens et son propre âge. Mais elle a reçu une contrepartie en échange. En plus du fait de ne plus pouvoir nager, son âge mental ne pouvait plus évoluer. Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial l'a capturée? Pourquoi est-ce qu'il la laisse plus ou moins s'échapper? Le gouvernement mondial semble avoir une espèce de clémence avec Bonnie. Pour rebondir sur ça, je ne me demanderais même pas si Kizaru avait fait exprès d'épargner Sentomaru plus tard, puis de balancer Bonnie contre la barrière, de manière à ce qu'elle se fasse rattraper par Sentomaru. Est-ce que Kizaru a fait ça parce qu'il était attaché à Bonnie, ou est-ce que c'est simplement suite aux ordres de G. Garcia de laisser Bonnie tranquille? Pour ce qui est des prochains chapitres, ça va déménager. Parce que là, c'est cool, les Vegapunk ont pu reprendre le contrôle des pacifistas, et dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment d'énormes dangers en dehors des adversaires puissants que sont Lucci et Kizaru. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il est d'ailleurs présent sur la toute dernière case du chapitre comme une espèce de menace qui plane au-dessus des personnages, c'est G. Garcia fucking Saturne, qui a littéralement l'ascendant du contrôle des Séraphins sur Vegapunk. Je n'ai aucune idée de si cette expression est française. Prochain chapitre, j'aurais du mal à dire parce que il y a vraiment une espèce de tension qui s'installe sur Egghead, mais en même temps, j'ai un peu peur que Oda surutilise cette tension comme il l'a fait avec Onigashima. Après, je me fais pas trop de soucis non plus, il y a pas énormément d'adversaires. J'attends avec impatience une vraie confrontation de Garcia-Luffy, surtout si Luffy est en Gear 5 parce que là, ce serait incroyable parce que le Gorosei potentiellement ils viennent du siècle oublié, ils en savent sans doute plus que tous les personnages réunis sur l'histoire, mais bon voilà, petite review en détente, hein, là, j'ai pas énormément de choses à dire, à part que le combat Luffy contre Kizaru est juste magnifique visuellement, à part que, One Piece, c'est la vie, à part que ma théorie a plus ou moins été validée et que je suis heureuse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, salut!